Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin, aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Casque et la Plume, le format de débat du Collimateur, non, pas le premier délocalisé, puisqu'on en a fait un en public déjà à la Gaîté Lyrique il y a un moment, mais le premier à l'étranger, disons ça. J'ai le plaisir donc de recevoir depuis le sommet de l'OTAN à La Haye, où on enregistre tous les épisodes de cette semaine, les habitués de ce format. Tout d'abord, Élie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Bonjour Élie. Bonjour Alexandre. Ensuite, Rim Momtaz, rédactrice en chef de Strategic Europe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et enfin, Olivier Schmitt, professeur au Collège Royal de Défense du Danemark. C'est comme ça qu'on le dit ? J'ai pas réfléchi à la traduction officielle. Je pense que c'est la première fois que vous nous passez dans le podcast depuis que vous avez changé de job. Disons l'Académie de défense du Danemark. Voilà, réponds-nous en danois, s'il te plaît. Ja, bonjour. Oh là là. J'essaie de travailler. Je voulais dire bonjour en néerlandais, puis j'ai oublié. J'ai pas entendu beaucoup de parler néerlandais depuis que je suis là. Donc, c'était l'occasion, on l'aura compris, d'enregistrer un épisode depuis le sommet, puisqu'on est tous là. Moi, je l'ai déjà dit, mais donc l'OTAN a monté un dispositif pour enregistrer des podcasts facilement. Et donc, j'en profite dans ce magnifique studio. Ne vous habituez pas trop, parce qu'on retourne à la dure vie du studio de Paris prochainement. J'ai un peu d'agoraphobie, là. C'est ça. Je me sens dans le vide. Ouais, c'est ça. Et vous êtes là en vos titres et qualités, comme on dit, pour des panels et toutes sortes de choses sérieuses. Mais c'était donc l'occasion, puisqu'on est tous là, d'avoir une discussion sur ce qui se passe ici, sur les grandes dynamiques de l'Alliance et sur le déroulement du sommet. Je vais préciser tout de suite qu'on enregistre ça alors que le Conseil de l'Atlantique Nord n'est pas terminé, il est même en train de commencer. Donc si jamais il y a une surprise pendant le Conseil, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas la direction que ça semblait prendre. Mais en même temps, ça c'est déjà vu avec Donald Trump. Donc voilà. Pour commencer, j'aurais quand même aimé faire un tour de table. Donc on est à la fin du deuxième jour du sommet, enfin au début du deuxième jour, mais le sommet a été très écourté parce que tout le monde s'est dit qu'il allait rien se passer. Donc en fait, vraiment c'était censé durer jusqu'à ce soir et j'ai l'impression que tout le monde se barre à midi. Mais si jamais il se passe quelque chose, peut-être que tout le monde va rester et rater son train, qui sait. Donc, pour commencer, j'aurais quand même aimé faire un tour de table, presque un vibes check, de ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti en termes d'ambiance pour l'Alliance, vos rencontres, vos discussions au sommet, c'est le cas de le dire. C'est à ça que ça sert aussi, à saisir un peu un esprit du temps, en quelque sorte. Qui veut commencer ? Élie ? Ok, je pense que l'idée de tout le monde, c'était d'avoir quelque chose, effectivement, sans annonce particulière, avec un minimum syndical et un plus petit dénominateur commun, dont on va en parler, qui était... Là, c'est pas de nouvelles, bonne nouvelle. Voilà, pas d'annonce, bonne annonce. Sur la défense, sur la dépense de défense. Le sommet est évidemment totalement percuté par le contexte moyen-oriental, avec une réorientation de l'actualité et des discussions sur ce qui se passe en Iran, sur les frappes américaines, sur la réponse iranienne. Un des exemples, c'est qu'au premier dîner, par exemple, tout le monde a appris pendant le dîner que l'Iran avait envoyé des missiles balistiques sur le Qatar, sur la base américaine à Doha, et donc les gens étaient constamment sur leur téléphone au lieu d'écouter les speakers. Donc on sent quand même qu'il y a des choses qui sont en cours. La présence de Donald Trump était aussi quand même un vrai enjeu. On s'est demandé, il y a eu un petit 12 heures où on s'est demandé s'il allait passer chez le sommet. Absolument. Ce qui est la question qui se pose depuis 6 mois, par ailleurs. Mais voilà, ils avaient eu l'impression d'être assurés. Et puis à nouveau, jusqu'au dernier moment, très clairement. Donc voilà, il y a la Est-ce qu'on peut dire que, je ne sais plus qui l'a dit, mais l'alternative, si Donald Trump venait pas, c'était J.D. Vance. Et tout le monde a un souvenir de la dernière fois où c'est J.D. Vance, c'est pas Donald Trump, c'était à Munich. Voilà. Personne n'a un très bon souvenir. Donc là, on est vraiment sur 5 mois après Munich. Tout le monde voulait que ça soit pas Munich. Donc que ce soit pas Vance, qu'il n'y ait pas une réorientation sur les questions de politique intérieure, qu'il y ait des choses le mieux huilées possible. Évidemment, c'est pas le cas. On sent quand même globalement des alliés en tension aussi pour des questions de politique intérieure. On va parler, je pense, de l'Espagne, par exemple, qui est en train de faire une ruade sur le communiqué final et sur les cibles fixées. Il y a la question ukrainienne aussi, qui a été évacué, qui rentre par la fenêtre, dont on sent très bien un malaise vis-à-vis des Européens. Donc je dirais pas que globalement c'est un sommet dont on sent la sérénité
Et la convergence. Il y a beaucoup de sujets qui s'accumulent. Il y a une forme de saturation des esprits sur la vitesse des événements, sur les différentes trajectoires qui semblent possibles. Donc voilà, un sentiment quand même un peu de frénésie. Rim, comment vous le sentez, vous ? Moi, je commence par une remarque et donc 3 autres. La première, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on est dans un théâtre de l'absurde où tout le monde essaye de se rassurer à coups de slogans, alors qu'au fond, il y a de vrais problèmes. Donc, ils n'arrêtent pas de dire c'est un sommet historique, et plus on entend le mot historique, plus on se rend compte que en fait, ça va très mal. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un vrai sujet sur cette volonté des Européens de tellement apaiser Trump à coup de soutien inconditionnel à sa demande de 5% du PIB pour la défense, alors que derrière, en fait, on ne sait pas comment ils vont lever ces fonds pour les 3,5% qui sont supposés être alloués à la défense réelle, et puis 1,5% sur des choses d'infrastructure, etc., d'usage duel. Il y a un vrai sujet là-dessus. On a l'impression que tout le monde se dit de toute façon c'est un engagement sur 10 ans, donc on n'est pas vraiment tenu par cet engagement, mais tant que ça garde Trump dans l'alliance, c'est très bien. Sauf que fondamentalement, il y a un problème de capacité et de préparation dans l'alliance face à une vraie menace, pour le coup, qui n'est pas Trump, mais qui est la Russie. Donc moi, j'ai l'impression qu'il passe à côté du fond d'une manière qui ne rend pas service aux populations européennes et à leur sécurité. Deuxièmement... C'est pas convergence sur la vision de la Russie. Et au sein de l'Alliance, ni d'un côté de l'autre de l'Atlantique, ni à l'intérieur de l'Europe, en fait. Et donc ça, c'est à nouveau un vrai sujet. On voit aussi, donc tout est percuté par ce qui se passe, ce qui s'est passé en Iran et ce qui, moi, je pense, va continuer à se passer entre l'Iran et Israël, avec à nouveau beaucoup d'Européens qui se mettent franchement à ramper face à la situation et à la position des Américains en disant c'est la meilleure chose qui puisse arriver, c'est génial. Je pense évidemment au secrétaire général de l'OTAN en particulier, mais aussi au chancelier allemand, sans vraiment réfléchir en fait au fond du sujet, à ce qui a été accompli, ce qui n'a pas été accompli, les problèmes qui ont été créés. Donc on est vraiment, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle qui est très délétère pour la sécurité réelle des Européens. Et troisièmement, finalement, cette question de... Donc Trump, on lui a posé la question dans son avion quand il venait de Washington à La Haye sur l'article 5. Il a répondu, ça dépend comment on définit l'article 5. Et à nouveau, il y a eu une vague de gens qui étaient en petite panique, genre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça va... Et en fait, moi, je suis un peu exaspérée par les Européens là-dessus. En fait, ça fait une décennie que Trump est là. Et ils n'ont toujours pas une vraie réponse, ils n'ont toujours pas une vraie méthode pour le gérer et pour, à part évidemment le faillotage à l'extrême qui n'aide pas réellement l'alliance. Et en plus, Trump, évidemment, est l'incarnation la plus extrême de cette position, mais il n'est certainement pas la seule incarnation aux États-Unis, ni la première incarnation aux États-Unis de cette question. Et donc, je pense que vraiment, les Européens n'arrêtent pas de dire « on va faire, on fera », etc. Ils auraient dû commencer à faire il y a 7 ans au moins. Et donc, moi, je suis à un moment d'exaspération avec les Européens en particulier, parce que, à la fin des fins, c'est leur sécurité qui est en jeu, et je ne vois toujours pas de vraies mesures concrètes qui soient à la hauteur de la menace à laquelle tout le monde fait face sur le continent. Olivier, je peux rappeler que par ailleurs, c'est presque des travaux appliqués à chaque fois que vous faites, puisque à la base, vous êtes quand même spécialiste des alliances militaires, donc à chaque sommet de l'OTAN, à chaque news OTAN, c'est un peu... c'est mise à jour de la thèse. C'est c'est votre thèse que vous remettez sur le métier. 10 ans que j'avais à jour. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que... Parce que vous avez en plus, vous avez un historique quand même assez long sur l'OTAN et les sommets, etc. Comment vous sentez celui-là ? Alors, comme l'ont dit Elie et Rim, c'est clairement un sommet qui est fait pour faire plaisir aux États-Unis. Il y a
tout est organisé dans la communication officielle. Tous les officiels qui viennent parler à la tribune, à l'Assemblée, pour dire les Américains ont raison de faire ce qu'ils font. Il faut que les Européens step up et augmentent leurs dépenses de défense. Et on est super content avec les 3,5% dans la défense et 5% au total, en incluant les 1,5% dans les dépenses d'infrastructure. Donc ça, c'est clairement le message de félicitations. On aurait du mal à leur jeter la pierre, parce que ça fait un paquet de temps qu'on dit ça nous-mêmes. Non, c'est vrai. Sauf que le message est formulé de telle manière qu'il s'agit de faire plaisir aux États-Unis au lieu de répondre à la menace avérée qui est la Russie. C'est particulièrement marqué dans ce que fait le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, notamment le SMS qu'il a envoyé à Donald Trump, que Donald Trump s'est fait Vous empiétez souvent sur mon coup de cœur. Pardon. Il fait un plaisir de diffuser sur son réseau social où on voit Rutte clairement essayer de séduire Trump autant que possible. Bon, ça fait partie de la fiche de poste d'un secrétaire général de l'OTAN de faire plaisir aux États-Unis. Il y a quand même une forme de limite et on est effectivement dans cette espèce de théâtre de l'absurde où tous les officiels qui viennent parler à la tribune ont le même discours. Par contre, et en fait, ce qui me frappe, c'est que... Le même discours qui est les États-Unis sont totalement engagés dans l'OTAN, voilà. Il n'y a pas de changement et même hier, le secrétaire général de l'OTAN disait il faut que les Européens s'inquiètent moins. C'est ça. Stop worrying. C'est ça. Stop worrying about the US. Ce qui me frappe en fait, c'est que les responsables européens passent leur temps à essayer d'obtenir de Donald Trump une forme de garantie verbale qu'il ne veut pas donner. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Ontologiquement, il ne veut pas. Qu'il ne donnera pas. Qu'il ne donnera pas. Et on passe. Voilà. C'est contraire à la manière dont il voit les choses. Par contre, quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans les discussions avec les collègues, parce qu'en fait, donc peut-être pour que les auditeurs se rendent compte de la manière dont ça se passe, c'est que nous, chercheurs, experts, spécialistes, on est dans un espace en dehors du sommet officiel où des responsables viennent nous parler, mais en fait, on est dans notre bulle d'environ 450-500 personnes qui sont des spécialistes des questions de défense. On connaît quand même pas mal de monde maintenant dans ce milieu-là. Ce qui m'a frappé dans absolument toutes les discussions avec les collègues, ça a été une exaspération parmi les spécialistes, comme disait Rim, sur on en fait trop. Je parlais hier avec des collègues néerlandais qui me disaient tous, là, Mark Rutte a franchi une ligne qui est politiquement dangereuse en termes de vassalisation explicite. Et moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est que même des États ou des collègues dont on sait historiquement qu'ils sont particulièrement attachés à la relation avec les États-Unis, parce qu'on se connaît personnellement depuis un certain temps, tous ont ce discours de là, peut-être qu'on est en train d'aller trop loin et qu'il faut qu'on change. Et ça, pour moi, c'est nouveau. Ouais, à un moment où, par ailleurs, les Américains entament une revue de leur posture de force globale et notamment en Europe. Donc aujourd'hui, vous avez 90-95 000 militaires américains sur le sol européen. Pas tous dans le commandement intégré de l'OTAN, hein, d'ailleurs. Une bonne partie y sont à titre bilatéraux ou unilatéral sous mandat EUCOM, hein, donc qui est le commandement régional des Américains pour l'Europe. Donc pas forcément sous commandement intégré, même s'il y a des doubles casquettes qui rendent les choses un peu simples. Les Américains ont très clairement dit, il y a une guidance du Pentagone là-dessus, qu'ils sont en train de réviser, de revoir leur posture de force, ils veulent réduire leur présence en Europe, et que ce calendrier de réduction, il est sur une base strictement nationale, américaine, que les annonces auront lieu après le sommet, sans doute à l'été ou à l'automne. Le simple fait que les Américains considèrent que, d'abord, qu'ils veulent réduire, ce dont on n'a pratiquement pas parlé au sommet, et que cette réduction n'est pas un sujet pour l'Alliance, que c'est un sujet américano-américain national de savoir de réallocation entre EUCOM, Indo-PACOM ou ce qui se passe en Amérique continentale,
montre qu'il y a quand même un vrai problème de partage et de discussion. Ça devrait être un sujet où on se pose entre alliés en disant bon, bah ok, il y a une réallocation des forces que les Américains souhaitent, très bien. Parce Comment qu'il va forcément ça y avoir un jeu de vase communicant, c'est-à-dire les troupes américaines qui ne sont pas en Europe, il va falloir que quelqu'un les mette ou que quelqu'un au moins remplace ses capacités. Ou alors qu'on revoie la posture de défense, la stratégie militaire, qu'est-ce qu'on espère, ce à quoi on espère parvenir, face à quelle menace. Il y a une stratégie militaire aujourd'hui avec un plan, avec des cibles capacitaires qui ont été adoptées en ministériel OTAN il y a 2 semaines et demie. Cibles capacitaires qui ne sont pas communiquées publiquement. Donc les Européens ne savent pas ce sur quoi leur gouvernement, le public européen ne sait pas ce sur quoi leur gouvernement s'est engagé en termes de cibles, à quel point ça correspond à nos propres programmations nationales. Est-ce que la loi de programmation militaire en France correspond bien aux cibles sur lesquelles la France, le gouvernement français s'est engagé début juin à la ministérielle, à quel point tout ça est cohérent avec une réduction de la posture américaine dont on n'a pas les tenants et les aboutissants, puisque les Américains estiment que c'est pas notre affaire et qu'ils n'ont pas à nous le dire et qu'ils nous présenteront la feuille de route une fois qu'elle aura été adoptée en interne. Enfin, tout ça pose quand même des vrais problèmes sur qu'est-ce que c'est qu'une alliance multilatérale qui fait de la sécurité coopérative entre alliés avec des partenaires non alliés. Qui planifie la défense collective. Enfin, voilà. Donc on sent quand même que sur les fondements, il y a des vraies questions. Et ça, c'est que sur la partie défense pure, cœur de cible. Après, il y a la question des valeurs plus générales. Rim ? J'ai écrit un papier là-dessus il y a 1 mois, où je disais, en fait, à ce sommet, les Européens doivent vraiment prendre l'opportunité de discuter en privé avec les Américains, en collectif, pas en bilatéral, pour leur dire... On est au courant que vous voulez réduire votre empreinte militaire en Europe. On l'accepte. Donc, on est des alliés responsables et on fait partie, on est constructif avec vous. Discutons. C'est leur droit de le faire. Mais exactement. Voilà. C'est leur souveraineté nationale, les Américains, de faire ce qu'ils veulent faire, de réduire leur empreinte militaire. Mais parlons d'un calendrier qui nous permettent à nous de monter en puissance pour remplacer les capacités qu'on peut remplacer, pour qu'il n'y ait pas une mise en danger de la sécurité européenne pendant ce retrait. Parce qu'on sait que dans le domaine militaire, le retrait est un moment très sensible et vulnérable. Premièrement, il faut se rendre compte qu'il y a certaines capacités que les Européens ne peuvent pas remplacer, comme par exemple l'intégration du renseignement et certains autres strategic enablers. Donc, et ça, d'après ce que j'entends, les Américains ne comptent pas vraiment complètement retirer tout ça. Deuxièmement, la raison pour laquelle je parle de calendrier, c'est parce que les troupes qu'ils peuvent retirer très rapidement sont les troupes qu'ils ont envoyées depuis 2022 en renfort, en réponse à l'invasion russe en Ukraine. En gros, 20 000 c'est 20 000 hommes. Le reste, donc 70-75 000 hommes, ils sont là de manière plus ou moins permanente. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils n'ont pas de caserne qui existe aux États-Unis pour qu'ils rentrent aux États-Unis. Donc ils ont besoin de plusieurs années pour dégager le budget au Congrès et construire les casernes. Et ils ne peuvent pas les envoyer dans le Pacifique parce qu'ils n'ont pas, les États-Unis, les accords bilatéraux avec les pays qui pourraient les accueillir. Et d'ailleurs, dans ces pays, il n'y a pas de caserne pour les accueillir. Ce qui donne aux Européens... Donc un gros problème de soldats américains SDF. Si des migrants qu'il faut loger en hébergement d'urgence. Ça avait été un gros problème à la fin du pacte de Varsovie, quand il y a eu 400 000 troupes soviétiques qui se baladaient en RDA. Hein. Voilà. Donc c'est assez sérieux. Ça a duré jusqu'en 1994 au moins. Et des troupes soviétiques qui se baladent en Allemagne de l'Est sans qu'on sache où ils vont. Historiquement, c'est pas un bon souvenir pour l'Allemagne. Et pas payé et armé, c'était un vrai problème. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça donne aux Européens 5-6 ans au moins pour planifier, monter en puissance et travailler en bonne intelligence avec les Américains. La réaction que j'ai eue à ce papier, mais de la part d'officiels
nationaux et de l'Alliance qui me disaient il faut absolument pas qu'on en parle parce qu'en fait ça va encourager les Américains, ça va leur donner des idées et c'est infantiliser les Américains. Le même truc. Toujours le même la truc. Prophétie autoréalisatrice. La peur de la parole performative. Et ils ont peur de leur ombre en fait, alors qu'il faut être adulte, il faut avoir des discussions normales. Et dans mon papier, je disais, moi ça me rappelle une relation amoureuse où ex-toxique. mais même pas ex-toxique, où un des partenaires n'a pas envie de divorcer, mais en fait est en train de dire à l'autre je suis en train de changer, je suis en train, il y a des évolutions, s'il te plaît, écoute-moi. Vois les signes. Et l'autre dit non, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune évolution à avoir. Enfin, non, si on veut sauver l'Alliance, il faut avoir ces discussions. Et plus on évite d'avoir ces discussions, plus l'Alliance va être en danger ou bien en difficulté. Pour résumer, on a des États-Unis émotionnellement instables et des Européens qui font l'autruche. Émotionnellement immatures. C'est ça. Olivier ? Donc je suis ravi de voir que le podcast se transforme en podcast de conseils conjugaux. Ça peut permettre de faire passer un palier. Il faut diversifier l'audience. Juste peut-être une anecdote sur ce que vient de raconter Rim. Les services de renseignement danois ont publié leur évaluation de la menace de manière publique il y a 3 mois à peu près. Alors, il y a eu beaucoup d'attention sur la capacité de la Russie à reconstruire, mais il y a une phrase dans le rapport public. En fait, les services évaluent et mentionnent la possibilité de devoir se battre contre les Russes au cas où les Américains sont unwilling or unable to participate. Ils sont pas prêts ou pas capables. Pas prêts ou participer à la ils défense. sont pas volontaires ou pas capables. Rien que cette phrase, les discussions que j'ai eues avec les collègues danois, rien que cette phrase, les Danois ont été appelés par tout un ensemble de pays en disant comment pouvez-vous dire ça publiquement, unwilling or unable. Enfin, ça me semble pas totalement délirant comme formulation. Je voulais juste. Je peux mentionner à ce titre une recommandation de podcast, excellent podcast de Sky News qui s'appelle The Wargame, qui m'a été recommandé par de multiples personnes où ils ont fait jouer un wargame à des très hauts responsables britanniques. Alors c'est très marrant parce que mais le postulat de base c'est les Américains ne veulent pas intervenir contre une agression russe. Soit dit en passant. Pour ceux qui iront l'écouter, la France n'apparaît nulle part dans cet univers, etc. Mais peu importe. Tout ça pour dire que c'est un truc qu'il faut réfléchir, qu'il faut jouer de plus en plus. Et on commence à s'y mettre, il est peut-être temps. Alors nous, on le joue à l'école de guerre danoise, un wargame comme ça, avec et sans les Américains, et la France intervient, il y a le Charles de Gaulle. On verra. Je voulais juste rajouter à ce que disait Rim, je pense qu'une des grosses difficultés en ce moment, c'est très difficile d'avoir une parole publique officielle, américaine, cohérente. Ouais. C'est la grande difficulté. Nous, on était à UCOM avec des collègues il y a 3 semaines. Les gens nous disaient très franchement, écoutez, moi, je ne peux pas vous donner d'instructions sur quelle va être la posture de force américaine, parce que j'apprends ce qu'elle est en fonction des tweets du président. C'était fascinant. Rien qu'hier, on en a parlé avec Florence Gau dans l'épisode diffusé mercredi, mais c'était captivant. Elle a eu cette discussion avec l'ambassadeur Matthew Whitaker sur scène, où le type disait des trucs genre faut pas nous chercher, on est très fort. Mais à un moment, il disait je veux pas parler à la place de Donald Trump. Là, il prend l'avion, je sais pas ce qu'il va dire. Et de fait, on sait toujours pas. Il y a eu ce lapsus révélateur phénoménal où Whitaker dit notre objectif est de dissuader les alliés. Pas les adversaires, mais nos alliés. Dissuader nos alliés. Enfin, c'est un lapsus, je ne sais pas dans quelle mesure il est révélateur, mais c'était quand même assez frappant. Ce qui est assez représentatif des problèmes qu'on a, moi je dis qu'on a une triple rupture transatlantique qui est rampante. On a la rupture, donc on vient de parler de la posture de force, de ce que les Américains appellent le burden shifting, avec clairement un changement d'effort selon les écoles vers l'Indo-Pacifique ou carrément recentré sur l'hémisphère occidental et puis les questions de maintien de l'ordre à Los Angeles ou ailleurs. Alors qu'en réalité, tout ira à CENTCOM parce que ça finit toujours au Central Command. Central Command qui est le Moyen-Orient. Il y a une question sur s'ils maintiennent tous ces commandements régionaux aussi. Oui, bien sûr. Une discussion réelle à Washington là-dessus. Et l'existence même des commandements régionaux à l'échelle du globe est une incarnation de cet engagement global des États-Unis et souvent une représentation assez intéressante des priorités des uns et des autres. Donc ça, c'est la première rupture. Il y a une deuxième rupture qui est celle dont on a parlé de J.D. Vance à Munich sur la question des valeurs, sur la question de qu'est-ce que ça veut dire la démocratie. Aujourd'hui, ils demandent aux alliés d'être des alliés civilisationnels. C'est le mot qu'ils utilisent. C'est ça, avec la pression sur la liberté d'expression, avec une action quand même
ingérence politique américaine systématique. C'est pas juste un discours. Liberté d'expression qui est dévoyée et qu'ils veulent utiliser pour aider les populistes d'extrême droite. Exactement. Bon, donc on a ce sujet-là et c'est le préambule de la charte du traité de Washington. Les démocraties, l'attachement aux libertés individuelles. Donc c'est quand même pas rien. Et la troisième rupture qui est celle portée par Trump lui-même d'une certaine manière, avec une vision sur les sphères d'influence, sur la collusion entre grandes puissances et sur la capacité à exercer une coercition sur les plus faibles, qui sont les alliés des uns et des autres. Et d'une certaine manière, faisons des deals avec Poutine, avec si éventuellement avec les Iraniens, parce qu'on leur tape dessus, mais on appelle surtout à faire des deals. Et en revanche, faisons payer les Européens, mettons-les au pas, etc. Et donc là, on a quand même 3 sujets qui sont d'ordre différent et de niveau différent, mais qui laissent se dégager. Et encore une fois, on continue, je pense, je reste convaincu qu'on a des intérêts communs avec les États-Unis et on a beaucoup de choses à faire avec eux. Et la séparation ne va pas se faire facilement et on pourra en discuter sur à quel point que les Américains ont encore besoin des Européens pour, à mon avis, un certain nombre de choses, y compris même sur le raid en Iran. Mais on a des vraies interrogations de fond sur le partage d'un certain nombre de choses. Olivier ? En fait, très rapidement, on en avait déjà parlé dans ce podcast, l'un des vrais risques pour les Européens, c'est que pas nécessairement que les États-Unis partent de l'OTAN, c'est que les États-Unis transforment l'OTAN en pacte de Varsovie, c'est-à-dire qu'ils soient la puissance dominante qui impose aux Européens ce qu'ils doivent faire en termes de politique parfois intérieure, mais aussi de politique de défense. Et dans une configuration comme ça, prenons un exemple pour nos industries de défense. Exemple très clair. Le fonctionnement de l'OTAN, c'est on est censé avoir des capacités, mais la manière dont on acquiert ces capacités, c'est un choix souverain national. C'est ce qui permet d'avoir une industrie de défense française, suédoise, maintenant qui sont dans l'OTAN, allemande et ainsi de suite. La manière dont fonctionne le pacte de Varsovie, c'est que tout est designé en URSS et il y a éventuellement la Tchécoslovaquie et la Pologne qui ont le droit de fabriquer des MiG et des T-72. Sous licence. Si quelques châssis ou quelques... Si l'OTAN devient ce nouveau pacte de Varsovie avec une espèce d'échange où les Américains disent qu'ils continuent à nous protéger en échange, c'est une vassalisation explicite, ça a beaucoup de conséquences sur nos appareils de défense. Et donc il y a aussi quelque chose à éviter de ce point de vue-là. C'est pas seulement garder les Américains dans l'alliance, c'est aussi garder un fonctionnement de l'alliance qui en fait, de ce point de vue-là, une alliance qui est historiquement exceptionnelle. On n'a pas d'autres exemples d'alliance qui ait duré aussi longtemps et dans laquelle la grande puissance laissait les autres faire globalement beaucoup de choses. C'est un truc qui est intéressant, qui est étonnant, qui est toute la problématique de gens, notamment autour de cette table, à qui on reproche d'être des atlantistes, notamment vous, Olivier, depuis des années, etc. Non, mais il y a un truc de... oui, mais on vous l'avait bien dit, les États-Unis sont un tyran, on vous le disait depuis toujours. Est-ce qu'il y a un argument qu'on retrouve Olivier vient de dire qu'ils n'ont pas été tyrans. Mais c'est la distinction conceptuelle à faire. De dire, en fait, c'était faux. Maintenant, il faut voir ce que ça devient, mais il faut réévaluer la chose. Ouais. Et ce que l'OTAN est en train de devenir n'était pas en germe particulièrement depuis 75 ans. Là, on est sur une vraie évolution. Et c'est aussi le destin après des alliances que de changer. Moi, je dis, le meilleur exemple pour penser ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est Athènes et la Ligue de Délos pendant la guerre du Péloponnèse. C'est voilà une puissance qui avait plein d'alliés pour se défendre contre une menace, les Perses, puis qui a commencé à centraliser toutes les ressources, puis a commencé à dire, en fait, le pognon, je vais le prendre pour moi, je vais refaire mes murs, et vous me donnez tous votre pognon, et ça reste là. Et en fait, c'est comme ça que les alliances dérivent, et puis après tout, les choses ne sont pas immuables. Et Athènes a perdu la guerre. Et Athènes, ça finit mal pour Athènes. Ça finit mal pour tout le monde. Il fallait qu'Alexandre arrive par là après. Et sur la question des budgets, alors d'un côté... Oui, justement, je voulais en venir peut-être parler un peu de cette question des 5%, parce que c'est quand même un exercice d'auto-hypnose collective qui est captivant, quoi. Je veux dire, ça fait des années qu'on essaye de faire des clés de bras à tout le monde pour rester à 1,5, voire passer à 2. On voit en France que ça veut dire passer à 1,5, ça n'a jamais été un objectif. Enfin, les 2%... Non, mais il y en a qui sont passés sous les 1,5 un paquet de fois. Hein. Donc voilà, et beaucoup. À 2, on voit pour la France
appliqué à la France, comme c'est pas facile, parce qu'il faut dépenser, il faut trouver le pognon et ensuite il faut savoir le dépenser, ce qui est pas facile non plus. Et là, tout le monde, 32 pays, se disent 3,5 pour juste la défense et ensuite 1,5 de plus. Il y a quelque chose de captivant. Alors même si c'est que du déclaratoire, enfin, je veux dire, je sais pas ce que les gens pensent, que tout s'effacera dans 2 mois, mais tout le monde est en train de dire, tout le monde est en train de signer pour avoir 3,5%. C'est un doublement pour... tout le monde, non. Tout le monde, non. Tout le monde, non. Un seul, un pays résiste encore et toujours. Un pays résiste encore et toujours. C'est pas la France, et c'est pas la France. C'est Astérix chez les Ibères. C'est un petit village. C'est pas le village gaulois. Non, mais... Ils arrêtent de respirer, ils sont très en colère. Sur cette question, le problème, c'est que c'est vraiment de l'argent magique. Il n'est pas financé. Je veux dire, le seul endroit où il est financé, c'est en Allemagne, en Pologne, puisqu'ils sont déjà, eux, à plus de 4% dans les pays baltes. Les Polonais, pas les Allemands. Oui, les Polonais, bien sûr, et dans les pays baltes. Les Scandinaves. Et les Scandinaves, parce que eux, en fait, ils sont sérieux là-dessus, parce que la Russie est à leur porte et qu'ils voient la menace de manière c'est pas les mêmes pays très urgente. Même en France, c'est pas financé à 3,5%. On verra si on va pouvoir y arriver. Donc ça, il y a une vraie question et moi je suis frappée parce que les modérateurs des discussions là publiques ont quand même essayé de pousser les ministres de la Défense, des Affaires étrangères qui étaient là pour leur dire quand est-ce que vous allez commencer à être francs avec vos populations et à leur expliquer qu'en fait la paix c'est fini. Ça a duré 70 ans en Europe, ça vous a permis d'avoir des systèmes sociaux comme ils existent et qu'en fait qui sont uniques au monde. Aucun autre pays, aucune autre organisation régionale n'est dans la position européenne qui est qu'il y a beaucoup de sécurité sociale, il y a des droits sociaux qui sont géniaux. Et évidemment, il faut essayer de les préserver, mais il faut aussi atterrir. Donc quand on a par exemple un parti en France qui n'arrête pas d'essayer de dire à la population qu'on peut qu'on peut avoir une retraite à 60 ans, on vend des balivernes au peuple. Et en fait, on ne rend pas service au peuple parce qu'il faut être sérieux et dire au peuple, aujourd'hui, on fait face à une menace qui est beaucoup plus importante. Il ne faut pas paniquer, on a les moyens, les Européens sont forts, ils sont riches, ils ont vraiment besoin juste de prendre confiance en leur capacité, de mieux coopérer, de mieux se coordonner, et ils peuvent totalement y arriver. En fait, la vraie différence entre les Européens et les autres, que ce soit les Américains, les Russes, les Iraniens, les autres, donc des pays qui sont, des groupements qui sont moins importants, c'est que les autres croient réellement en leur force alors qu'ils ont moins de richesses, moins de capacités. Donc les Européens ont une vraie crise de confiance qui devrait maintenant dépasser. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, pour revenir à ce que Olivier dit, sur cette question de où et comment dépenser cet argent magique quand on va pouvoir le dégager, il y a clairement une partie de l'Alliance qui se dit pour essayer de garder les troupes américaines chez eux et donc laisser les autres payer pour le retrait, ils se disent, nous, on va mettre le paquet aux États-Unis, on va payer pour qu'ils restent chez nous. Et ça, c'est un vrai problème qui arrive, qui va créer une vraie division à l'intérieur des Européens. Élie ? Ouais, deux points importants. D'abord, d'où vient ce chiffre de 5%, 3,5%, 1,5% ? Donc, on a Trump qui est arrivé de manière publique et assez provocatrice avec 2% ça suffit pas, je veux 5%, chiffre sur lequel les Américains eux-mêmes ne dépensent pas 5% de leur PIB en défense, mais c'est vraiment dans une espèce de logique de course à l'échelle. Ensuite, ils sont à 3,4 de mémoire. Ensuite, ils ont regardé, ok, qu'est-ce qui a du sens ? Et ce qui avait du sens, c'est des travaux au long cours antérieurs à Trump sur les cibles capacitaires de l'OTAN, discutés entre alliés à partir des plans de défense de l'Alliance qui ont été revus de fond en comble depuis 2019, mais surtout depuis 2022 et le sommet de Madrid, avec des plans régionaux, avec un certain nombre de choses, et un SACEUR, donc un commandant suprême des forces alliées en Europe, le général Cavoli, qui a été très précis sur ce qu'il attendait des alliés pour pouvoir mettre en œuvre une défense collective du continent. Ils ont fait la liste de ce qu'il y avait, ils ont fait la liste de ce qui manquait.
c'est ces fameuses cibles capacitaires qui ont été adoptées au début du mois de juin de cette année. Et quand vous regardez ces chiffres, alors vous pouvez discuter de savoir est-ce qu'un tank ça vaut X ou ça vaut Y, mais globalement, quand on fait la liste de tout ce qui manque en capacité, c'est ça qui compte à la fin, c'est les capacités militaires. Peu importe l'argent que vous dépensez, finalement, c'est ce que vous avez pour vous battre. Ils disent, globalement, si vous voulez avoir tout ça, ça vous amène en moyenne à 3,5%. Quand on regarde les dépenses de défense. Donc là, avec le budget, le financement de la défense que vous avez collectivement, vous n'arriverez pas à vos cibles. Donc voilà d'où viennent les 3,5%. Et ensuite, pour faire plaisir à Trump, on a dit, bon, bah, il est 1,5%. Pour arriver à 5%, on va les mettre sous un titre plus général de résilience dans lequel on pourra y compris mettre certaines dépenses sociales ou d'infrastructures ou d'un certain nombre de choses. Donc il y a des pays qui veulent mettre les hôpitaux dans les dépenses de résilience, mais dans ce cas-là, on peut overshooter complètement et dire que on fait beaucoup plus que 1,5% dans la partie résilience, parce que finalement, n'importe quelle politique publique devrait pouvoir être mise au titre de la résilience. Et voilà, donc d'où viennent les 3%. Ensuite, et je termine là-dessus, sur qui peut pas. Il y a clairement différentes catégories en Europe. Vous avez une petite catégorie où ils sont déjà à 3,5. Ils sont bien au-delà. Donc, c'est effectivement les Baltes et les Polonais. Donc, eux, d'une certaine manière, le problème est réglé. Ils ont le financement pluriannuel, ils ont la dépense. Il y a ceux qui veulent y aller et qui ont l'espace fiscal pour y parvenir. Et ça, effectivement, je mets les Nordiques dedans, qui ont fait les réformes, qui ont aujourd'hui le cash, et en dépit des problèmes démographiques qu'ils ont, etc., ils ont la masse de manœuvre budgétaire. L'Allemagne, sans doute, devrait pouvoir y arriver si elle fait le travail, même s'ils sont un petit peu en rentrée là-dessus. Ensuite, vous avez une troisième catégorie, qui sont les pays qui veulent y arriver, mais qui, aujourd'hui, en fait, n'ont pas d'idée de comment ils vont y arriver fiscalement, pour dégager. Et là, on met la France, on met le Royaume-Uni dedans. C'est quand même des gros morceaux, mais vous pouvez en mettre d'autres. Regardez du côté de la Roumanie, regardez du côté de la Grèce, qui sont des pays qui ne critiquent pas la cible des 3,5%, mais dont ils voient bien qu'il va falloir, comme disait Rim, faire des choix assez difficiles si on veut pouvoir, parce que 2% on voit, mais 3,5% on voit pas. Et puis vous avez la dernière catégorie de pays qui les Gaulois ne sont pas convaincus, les Latins, mais pas que les Latins. Parce qu'en fait, sans doute, on pourrait mettre du Slovène, du Croate, du Hongrois, du Slovaque, évidemment, qui disent, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de dépenser ça ? Est-ce que ces plans de défense, on a besoin de les honorer ? Est-ce que la menace est là ? Et effectivement, l'Espagne sort du lot parce que c'est les seuls qui ont été... qui ont dit les choses tout haut, avec notamment Pedro Sanchez qui a quand même dit que c'était pas demain la veille que des chars russes traverseraient les Pyrénées. Mais bon, si on part de là, c'est quand même toute la philosophie même de la solidarité stratégique de l'Alliance qu'on remet en question. S'il veut plus faire partie de l'Alliance Atlantique, qu'il le dise directement, parce que c'est exactement ce que ça veut dire. Les Estoniens seraient tout à fait fondés à dire que c'est pas demain la veille qu'ils auront une vague migratoire qui arrivera chez eux ou une menace du Sud qui frappera sur Tallinn. Et les Italiens et les Portugais sont sur la même ligne, mais ils n'ont pas été aussi simplement, courageux. Ils ne le parlent. Voilà. Alors, est-ce que c'est courageux ? Est-ce que c'est Sanchez qui a été non, de ce que je comprends, je ne suis pas du tout un expert des questions de politique intérieure espagnole, c'est qu'en fait, il a eu l'un des partis de gauche de sa coalition qui l'a forcé, qui l'a menacé de faire tomber le gouvernement s'il n'allait pas publiquement critiquer cette cible. Donc en fait, l'urgence, c'est la survie politique pour tous ces gouvernements. Je veux dire courageux, c'est-à-dire avoir le courage de leurs convictions et de le dire publiquement, c'est tout. Hein. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir ces découpages en tête. Olivier ? Oui, rapidement, juste sur l'argument, c'est pas demain qu'on verra les chars russes franchir les Pyrénées. On l'entend de temps en temps en France. C'est pas demain que les chars russes seront à Brest, et ainsi de suite. Car on a la dissuasion nucléaire, monsieur. Voilà, ou sur les Champs-Élysées. Comme c'est quand même un argument qu'on entend régulièrement, je pense qu'il faut en parler un petit peu. En fait, personne n'imagine effectivement qu'il va y avoir des chars russes à Brest. L'enjeu stratégique, c'est une prise de gage territorial limitée dans un pays de l'OTAN pour tester la solidarité des Européens, particulièrement des Européens. Et la question, c'est est-ce que les Français, les Allemands ou les Britanniques vont se battre pour Vilnius ? Enfin, je caricature, je dis Vilnius au hasard.
Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que l'Union européenne, en réalité, est vide de sens, ainsi que l'OTAN, accessoirement. Ce qui est l'objectif stratégique des Russes. En fait, ils veulent faire s'effondrer cette architecture d'institutions qui, de notre point de vue, à la fois garantissent notre prospérité dans le cadre de l'Union européenne et notre sécurité dans le cadre de l'OTAN. Pour eux, c'est un problème pour plein de raisons dont on a déjà parlé longuement dans ce podcast. L'objectif, c'est de faire s'effondrer ces structures de sécurité. Ce n'est pas un contrôle territorial. Disons-le clairement, le risque, ce n'est pas que les chars russes soient à Brest. Le risque, c'est qu'il n'y ait plus d'UE et que du coup, la prospérité collective de tout le monde. Et là, vous allez voir vos systèmes sociaux. Si l'Union européenne s'effondre, comment on va réussir à trouver les moyens de faire ça? C'est la zone euro. L'euro, c'est ce que tous les Français ont dans leur porte-monnaie avec lequel ils vont payer leur baguette. Enfin, et avec lequel il y a une stabilité. Mais on oublie, on oublie tous ces trucs-là. Mais par exemple, les problématiques monétaires, on les a oubliées complètement depuis l'euro. Ouais. Voilà, l'inflation, c'est un problème. Voilà. Si on retrouve de l'inflation, par exemple, parce que la zone euro se barre en vrille, vous allez tous perdre votre épargne. C'est un marché d'export pour nos produits. Je veux dire, le marché intérieur français ne peut pas absorber l'intégralité de la production française. Et on exporte principalement vers nos partenaires européens. Et juste deux mots notre prospérité vient de là. Pour le président russe, ça fait plus de 10 ans, pour ne pas dire 15 ans, qu'il dit très clairement que l'UE est son adversaire et qu'un de ses buts, objectifs stratégiques, c'est de démolir l'UE. Donc il faut comprendre. Ce n'est pas juste l'OTAN, ce n'est pas juste les États-Unis, etc. Donc ça, c'est un. Et deux, je suis totalement d'accord avec vous, Alexandre. On a pendant trop longtemps, divisé et pas lié la prospérité avec la sécurité et la défense. Et en fait, l'un ne peut pas exister sans l'autre, des deux côtés. Et il faut qu'on redonne ce message à toutes les populations, qu'ils comprennent que leur prospérité, leur richesse, elle n'est pas gratuite et elle est basée sur une alliance stable, forte, dissuasive et donc des dépenses de défense et de sécurité qui doivent être à la hauteur de la menace à laquelle tout le monde fait face. Allez parler aux Ukrainiens de la retraite à 60 ans et de la couverture sociale. En fait, quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a plus rien. Mais disons-le explicitement, nos modèles sociaux qui ont été bâtis en Europe après la Seconde Guerre mondiale, ils ont été financés en partie grâce à la protection américaine. Parce qu'on n'avait pas besoin de dépenser autant dans notre défense que ce qu'on aurait dû dépenser sans la protection américaine. Notre système social... Eux, ils y ont trouvé un intérêt. Rappelez-le, ils l'ont jamais fait par bonté. C'est pas gratuit, c'est pas par bonté d'âme. Mais il faut être honnête sur le fait que notre système social, il a été basé sur la protection américaine. Il a été rendu possible. Il a été rendu possible. Si cette protection américaine n'est plus fiable, il y a un moment, il y a un arbitrage à faire. Parce que tout ça est dépendant. Après, on peut aussi continuer à faire la politique de l'autruche sur la Russie et se dire, mais la Russie, il y a un proverbe que j'ai appris récemment, c'est le truc, s'il faut continuer à pousser, si on rencontre de l'acier, on fait demi-tour, si on rencontre de la boue, on continue à avancer. Et c'est toujours ça. Il pousse. Ensuite, il faut décider s'il y a quelque chose de dissuasion crédible. Bon, quand même, j'aurais aimé parler de ce dont on ne parle pas du tout ici, ou presque pas, c'est-à-dire de l'Ukraine. C'est-à-dire, symboliquement, on a complètement oublié le sujet, mais comme tout le monde ici, il y a quelques ministres, il y a Zelensky qui est là, je crois. Mais Zelensky est venu, alors c'était un psychodrame là aussi, puisque au contraire des précédents sommets, il n'y a pas eu de conseil OTAN-Ukraine, qui avait été créé à Vilnius, me semble-t-il. Donc les Américains refusaient de mettre l'Ukraine à l'agenda, puisqu'il n'y a clairement pas de consensus entre les alliés sur l'Ukraine et une volonté américaine de ne plus intégrer l'Ukraine dans le dossier OTAN, et ne serait-ce que parce qu'il y a un renoncement sur tous les engagements que la porte de l'OTAN restait ouverte pour l'Ukraine. Enfin, il faut relire les communiqués du dernier sommet de Washington. Le pont bien éclairé qui reliait l'OTAN à l'Ukraine, c'était la dernière formule qui avait été imaginée. Ce pont, il a été bombardé par Donald Trump. C'est un peu l'image de celui du détroit de Kerch. C'est à peu près le même genre de structure. Donc, est-ce que Zelensky n'avait pas à être invité? Il n'a pas été invité au sommet. Finalement, il a été invité au forum industriel de l'OTAN, qui est l'un de ces forums périphériques auxquels nous n'allons pas, mais auxquels nous
voilà, enfin le forum public en est un autre. Mais donc ça montre bien la gêne sur ce dossier ukrainien, avec par ailleurs des engagements. Normalement les Britanniques sont censés annoncer aujourd'hui un nouveau package d'aide. Il y avait le sujet coalition des volontaires aussi, qui est un format non otanien là pour monter. Donc certains en ont quand même parlé au forum public, mais on voit bien que le dossier ukrainien, du fait de la volonté américaine, est en train de sortir du champ de l'OTAN, alors même que c'était tout le message contraire qu'on avait annoncé. En ça, pas particulièrement servi par la crise iranienne, mais la crise iranienne qui vient pas de nulle part. Hein. C'est Donald Trump qui a choisi de sauter à pieds joints dessus, puisqu'il a décidé de mener en suivant Netanyahou. Donc il a décidé de mettre ça, et de fait, ce sommet de l'OTAN, qui aurait pu être un moment où discuter de l'Ukraine, a complètement disparu. J'ai juste deux choses à dire là-dessus. J'étais au sommet du G7 la semaine dernière, j'ai vu le président Zelensky. Il avait une tête d'enterrement. Il savait très bien, on était en fait au début de l'apogée de la crise iranienne. Il avait déjà compris qu'elle allait se faire de toute façon à ses dépens, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière ce que beaucoup considèrent être une opération militaire israélienne très impressionnante, moi j'attends de voir la réalité de l'efficacité de cette opération. En fait, il y a un flux tendu avec les États-Unis sur les intercepteurs de missiles pour les protéger des attaques, des ripostes iraniennes pour le coup. Et donc, en fait, un flux tendu... Et historiquement, c'est comme ça depuis le 7 octobre. Le flux de missiles et d'intercepteurs vers l'Ukraine a été massivement redirigé vers Israël depuis le 7 octobre. Voilà, il se fait aux dépens de l'Ukraine. Et là, Zelensky a bien compris qu'en plus de Gaza qui continue, il y avait encore l'Iran qui était à un niveau et un créneau d'intensité beaucoup plus important, avec une menace plus importante pour la sécurité des Israéliens. Donc il savait que ça se faisait à ses dépens. Deuxièmement, il y a aussi, je suis désolée, un vrai problème dans cette discussion entre Européens sur cette coalition des soi-disant volontaires. Ça fait 4 mois, 5 mois qu'on en parle, mais en fait, elle ne se concrétise pas alors que le temps presse. Alors, quand on parle avec les responsables, ils disent « mais en fait, il y a plein de choses qui se passent en coulisses, on est en train d'avancer ». Je pense que si on était en temps de paix, ce qu'ils sont en train de faire en coulisses serait très impressionnant et il faudrait vraiment le saluer et se dire vraiment c'est un changement de culture stratégique. Malheureusement, dans le contexte stratégique dans lequel on est et la menace à laquelle l'Ukraine continue de faire face, c'est pas du tout en phase avec les temporalités qu'il faut. Et donc c'est aussi, il y a un problème pas seulement américain pour l'Ukraine, il y a un problème européen. Et ça, il faut le reconnaître aujourd'hui. Mais c'est un peu, juste en passant, le problème de ces sommets, c'est qu'il y a des effets de bulle incroyables. On a l'impression qu'il y a plein de délégations, notamment pas très loin de nous, quoi, qui se vivent en train de regarder le film sur ce qu'ils sont en train de faire, etc., avec une musique épique, et que c'est incroyable ce qu'on fait. Et souvent, ils ressortent de ces sommets en disant « c'est incroyable ce qu'on a fait ». Et oui, vraiment, à la fin... Qu'est-ce qui en ressort? Pas grand-chose, surtout quand en face, il y a Donald Trump qui n'a pas grand-chose à péter, disons-le. Olivier? Je pense qu'en fait, il est possible qu'on soit en train d'assister à une reconfiguration du multilatéralisme de défense en Europe. Dans le sens où on voit bien, avec les dépenses de défense qui sont en train de changer, Elie a parlé de ceux qui sont déjà à 3,5, de ceux qui vont y arriver, et de ceux qui disent qu'ils vont le faire, mais qui probablement le feront pas. Je veux dire, si l'Allemagne dépense 3,5% de son PIB dans sa défense, je veux dire, très franchement, c'est la principale puissance militaire en Europe de loin. Donc il y a un changement de catégorie d'État qui va avoir lieu. Parce qu'ils n'ont pas la même perception de la menace, et parce qu'il va y avoir une différenciation en termes de capacité militaire. Ça a toujours plus ou moins existé au sein de l'OTAN, cette hiérarchie entre les plus ou moins capables et ceux qui avaient une différence de perception de menace. Mais c'était tenu ensemble dans un cadre multilatéral et transatlantique par le fait qu'il y avait le grand frère américain qui, au final, rassurait tout le monde et donner une espèce de cohérence d'ensemble. Si on n'a plus ça... Parce qu'il n'était pas européen. Parce qu'il n'était pas européen, et parce qu'en plus, ils avaient les capacités intégrantes et dominantes pour tout le reste. C'était incommensurablement plus fort. Au-delà, oui. Si les Américains ne jouent plus ce rôle, il est possible qu'on assiste à une catégorisation en fait, de la sécurité européenne, avec une fragmentation par coalition interne de ceux qui veulent travailler ensemble, pour
prendre en compte des menaces qu'ils estiment collectives. Donc en fait, au lieu d'avoir un système fédérateur et intégrateur européen de la gestion des menaces, il est possible qu'on assiste à une partition au sein de l'Europe de l'intégration des capacités de défense. Les Scandinaves et les Nordiques sont en train d'intégrer leurs armées de l'air, très franchement, c'est en train de se passer. Ça ne se fait pas dans un cadre OTAN. Ça percute en partie les plans de défense de l'OTAN, mais ça ne se fait pas dans un cadre OTAN. Donc il est possible qu'on assiste... Ça percute pas, ça colle avec. Pas exactement, parce qu'il y a des problèmes avec... on rentre dans des détails un peu techniques, mais dans l'attribution des responsabilités géographiques des commandements de l'OTAN par rapport à la surface d'opération de cette intégration nordique. Mais on rentre dans des détails. Mais non, parce que par ailleurs, l'intégration... Enfin, c'est déjà le bordel, mais en plus, il y a 2 pays nouveaux qui sont sur une ligne de front particulièrement tendue, qui est celle de la Baltique. Enfin, je veux dire, c'est quand même un la Suède, Même en temps normal, ça aurait toujours été compliqué d'intégrer 2 pays de cette taille-là et 2 armées comme ça à la structure d'ensemble. Mais là, en plus, alors que Trump, d'autres qui renaclent, l'Ukraine, etc., c'est quand même particulièrement compliqué. Mais donc, on va peut-être voir assister à de nouvelles coalitions au sein de l'Europe. Il y assiste déjà. La coalition des volontaires sur l'Ukraine, elle dessine déjà quelque chose. Mais c'est peut-être le début de quelque chose de beaucoup plus structurel. Céline ? Non, juste pour conclure, enfin, je ne sais pas si on conclut, mais en tout cas, pour ma partie... Il a décidé de conclure. Il a décidé de conclure, il est un peu nerveux parce qu'il a un train. Il faut qu'il rentre à Paris. On est si bien dans ce studio. Absolument, il fait un peu froid. Sur les aspects industriels dont on n'a pas beaucoup parlé, comment ça se traduit sur le plan capacitaire. Il y a il y a la question de la grosse industrie de défense américaine qui, pendant très longtemps, a profité de cette position de garant de sécurité pour dire, bon, bah voilà, de toute façon, c'est nous qui sommes les garants, on est les principaux pourvoyeurs de force. Donc, vous voulez être interopérable avec nous, et pour être interopérable avec nous, il n'y a rien de mieux que d'acheter américain. Donc, ils avaient un marché captif, et ils ont encore un marché captif. Il y a un moment où, quand Trump est arrivé et l'annonce de la révision de la posture de force, la volonté de réduction, il faut bien le dire, il y a eu un moment français, autonomie stratégique, regardez, les Américains se retirent, on vous l'a toujours dit, c'est le moment d'investir européen, de ne pas être dépendant. Alexandre, tu as fait les émissions sur les dépendances industrielles, le F-35, ITAR, etc. EDIP, donc le programme pour la défense, l'industrie de défense européen, le plan, le white paper, le livre blanc sur la défense en Europe qui introduit l'idée d'une préférence européenne, etc. Donc moi je regardais tout ça avec intérêt. Ce que je commence à voir, c'est que de manière très très intelligente, les Américains vont commencer à utiliser leur réduction de leur posture de force, non pas comme moment pour dire bon bah on a moins de présence, on a moins de garanties, donc on accepte que les Européens achètent moins européens, mais au contraire... Moins américains. Moins américains. Mais au contraire, le gâteau se réduit, vous aviez 100 000 Américains, vous en avez 40 000 à la fin de la décennie. Si vous voulez faire partie des Happy Few qui conservent des forces américaines sur leur territoire et des garanties solides, éventuellement bilatéralisées, parce que c'est quand même un sujet, il va falloir acheter encore plus américain. Et donc, d'une certaine manière, dans cette logique, on en parlait avec Rim, de Hunger Games, il y a moins de nourriture pour tout le monde, donc battez-vous entre vous pour savoir qui aura droit à accéder à la réserve qui est en train de se réduire. Et donc, finalement, comme levier, donc voilà, j'en parlais hier soir avec une ancienne du Pentagone là, qui vient de sortir pour voir quel est le niveau d'accès que les Big Four, les Lockheed Martin, RTX aujourd'hui ont au cabinet de Hegseth et à l'administration du Pentagone. Ils disaient, ils ont eu peur au début parce qu'effectivement, on avait des gens comme Bridge Colby, qui est le sous-secrétaire à la Défense pour la policy, pour la planification, qui lui était pas du tout intéressé à vendre du matériel américain. Lui, ce qu'il voulait, c'était reprioriser. Il dit, pour que les Européens nous laissent tranquilles, ils veulent vouloir développer une industrie de défense européenne, moi ça me va très bien, mais c'est pas forcément lui qui a le plus d'influence aujourd'hui, et le sous-secrétaire à la défense
américain, Feinberg, apparemment est quand même quelqu'un d'assez proche de l'industrie de défense. Et donc ça, c'est quand même avec tout ça un bordel qui est avec par ailleurs les startups type Anduril qui sont en train d'arriver en Europe. Oui, non mais qui sont en train d'arriver en Europe et qui sont des énormes, qui sont en train d'essayer de choper le marché européen. Enfin bon, et bien après tout se pose la question du levier. Enfin effectivement, si Pacte de Varsovie ou Athènes, Ligue de Delos. Voilà, si les États-Unis prennent les alliés un à un, c'est certain que tout le monde va se faire squeezer. Le seul moyen, c'est d'avoir une sorte d'esprit collectif là-dessus. Ça ne paraît pas évident comme ça au deuxième jour du sommet, mais bon, qui sait. Sachant que même s'il y a un esprit collectif européen sur le développement d'une industrie de défense européenne relativement européanisée et pas un agrégat d'industries de défense nationale qui coopèrent entre elles, ce qui est en soi un sujet, il va aussi se poser la question de si on veut une forme d'autonomie ou d'autarcie européenne, il va y avoir un arbitrage à faire entre cette autarcie européenne et la qualité des matériels qu'on va développer. Parce qu'il y a une avance technologique américaine qui est claire, qu'il faut admettre. Et là, beaucoup d'États, à un moment, vont faire le choix, est-ce que je veux le meilleur en gamme ou est-ce que je veux quelque chose qui est européen, souverain, mais moins bien ? Et je pense que pour beaucoup de systèmes, dans les 20 ans qui viennent, je ne sais pas quels seront les choix que feront les États, mais on n'a pas aujourd'hui en Europe le capital technologique pour en réalité être un compétiteur intégralement crédible en termes de remplacer ce que pas sur tous les segments. Pas sur tous les segments. Si pas sur tous les segments. On est en fait pas si mal que ça. On n'est pas si mal, mais il va y avoir ce trade-off. Il y a des trous capacitaires très clairs. Pour terminer, peut-être coup de cœur, coup de gueule. Allons-y rapidement, Élie. Pour continuer sur la lignée industrie de défense, donc il y avait le salon du Bourget la semaine dernière, ça n'aura échappé à aucun auditeur, j'imagine. Et la France a surpris, pas totalement, si on suivait un peu les dossiers, mais néanmoins, en annonçant l'achat probable de 4 Global Eye, donc qui sont des avions radars de guet aérien et de contrôle et de renseignement, en cas d'environnement électromagnétique. Qui sont les successeurs des AWACS. Qui peuvent être une partie de la réponse à quel est le successeur des E-3F AWACS qu'on a dans l'armée de l'air. Et le Global Eye est un avion de Saab, donc compagnie suédoise. Donc c'est un choix européen de la France. Donc ça c'est intéressant, plutôt que d'aller vers la succession logique de l'AWACS qui est le E7 Wedgetail de Boeing. C'est un choix import et c'est quand même tellement rare que la France décide d'importer, d'acheter sur étagère un avion. Alors dans le cadre d'un rapprochement avec les Suédois sur beaucoup de choses et sans doute en espérant que l'appareil soit rendu dans un autre segment. Et donc je trouve ça plutôt bon signe et typiquement des choses qu'on fait assez rarement et qui montrent qu'on n'est pas juste là pour vendre notre cam, mais qu'on est aussi prêt à acheter européen quand c'est le jeu. Donc c'est plutôt un coup de cœur pour moi. Parce que rappelons-le, si on veut continuer à vendre aux gens, un jour il faut se poser la question de ce qu'on leur achète et c'est une question qu'on se pose beaucoup trop rarement. Tiens d'ailleurs ça m'amène à vous, Olivier. Coup de cœur, coup de gueule. En fait, dans la logique d'Élie, je suis entièrement d'accord sur le fait que cette décision signale un engagement européen qui est tout à fait positif et qui a immédiatement été, en termes de communication, à mon avis, rendu moins visible, en tout cas peut-être un peu moins visible, par un tweet du président Macron dans lequel il affiche une photo comme une interface d'iPhone sur lequel il y a marqué « Rafale is calling », donc le Rafale vous appelle. Et le président rajoute amis européens, vous avez un appel donc du Rafale qui est censé contribuer à la sécurité européenne. S'il s'agissait de convaincre nos amis européens que les discours français d'autonomie stratégique sont autre chose qu'une tentative de promotion dans l'industrie de défense, c'est raté, parce que déjà, de toute façon, un certain nombre d'Européens sont convaincus qu'il y a un écart entre nos discours et nos actes, et ça renforce cette perception d'un écart. Deuxièmement, on passe sur le fait que l'interface est celle d'un produit américain, voilà. Mais surtout,
Je comprends le contexte du Bourget, mais je trouve assez fascinant de promouvoir le produit d'une entreprise dont le dirigeant, le PDG, passe son temps à insulter les autres Européens dès qu'il a une occasion de s'exprimer publiquement, ce qui est quand même assez fascinant. Donc c'est Éric Trappier quand on écoute Éric Trappier, il perd jamais une occasion de dire que les gens qui n'achètent pas le Rafale sont soit des débiles, soit des traîtres. Et l'impression que ça donne, c'est qu'en réalité, ces décisions, elles ont été prises il y a 20 ans. Il y a 20 ans ou 15 ans que la plupart des Européens ont décidé d'acquérir le F-35. C'est comme ça. Ou l'Eurofighter. Ça va pas, ils vont pas d'un seul coup mettre au rebut les avions qu'ils viennent d'acquérir, pour lesquels ils ont eu des bénéfices pour leur propre industrie. Parce que c'était ça le grand avantage du F-35, c'est que leurs industries nationales en ont bénéficié. Ils vont pas d'un seul coup dire « Ah ben non, finalement on les rend et on va acheter du Rafale ». Du jour au lendemain. Je ne comprends pas cette fixation sur le fait de vous devriez avoir du Rafale plutôt que du F-35. C'est trop tard, ça aurait dû être fait il y a 15 ans si on avait pu le faire. Et ça, c'est un autre débat. Le vrai sujet, c'est quel est le prochain produit que éventuellement on peut développer entre Européens et qu'on ne va pas acheter aux Américains. Le combat, il est pour le prochain produit. Il n'est plus pour ce qui aurait dû être fait il y a 15 ans. Et ça, si vous attendez quelqu'un qui promeuve la coopération industrielle bien intégrée et harmonieuse entre Européens, évidemment, c'est vers le PDG de Dassault que vous allez vous tourner, puisque ça se passe extrêmement bien pour le SCAF. Exactement. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que, par ailleurs, il faut se poser des questions à un moment sur le niveau d'acrimonie en permanence qui est mise dans ce débat sur l'armement européen par un groupe. Bon. Sachant que les Européens, ils lisent ces interviews. Rime ? Moi, j'ai un coup de gueule. On n'a pas un peu discuté, mais pas assez. C'est donc cette guerre qui s'est déclarée entre Israël. Votre coup de gueule, c'est contre la guerre. Non. Alors, suivez. Rime adore la guerre. C'est connu. On adore tous la guerre. Puisqu'on parle de défense, c'est contre ça. Évidemment. Non, mon coup de gueule, c'est par rapport aux positions publiques des Européens. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une situation très problématique à l'égard du droit international. Ça ne veut pas dire que le régime iranien est gentil ou qu'il n'est pas problématique, mais le droit international, c'était clair que les frappes israéliennes puis américaines étaient très problématiques à son égard. Et on a l'Union européenne et le chancelier allemand et le secrétaire général de l'OTAN, etc., qui en fait s'extasiaient face à ces attaques, en fait, soit, si c'est le cas et si c'est le monde dans lequel on bascule aujourd'hui, mais il va falloir donc arrêter de donner des leçons de morale à tout le monde, à travers le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans les pays arabes, sur le droit international, sur l'état de droit et sur les droits de l'homme. En fait, il faut faire un choix. On ne peut plus continuer à avoir le beurre et l'argent du beurre. Et sur ça, je dois avouer que seul le président Macron, le président français, a eu la cohérence de dire à un moment ces attaques étaient illégales, mais la France continue d'avoir une position très dure à l'égard du régime iranien parce que le régime iranien n'a pas le droit de faire de la prolifération nucléaire militaire et donc il a su tenir en fait en même temps qui est cohérent et c'est tout à son honneur dans ce contexte quand même où tout le monde oublie le droit international. On est toujours des grands fans du en même temps. Moi, je vais terminer. Il est un peu défloré. C'est évidemment cette affaire du SMS de Mark Rutte, du secrétaire général à Donald Trump, qui est incroyable, parce qu'évidemment, c'est Trump qui l'a leaké. Qui d'autre peut l'avoir leaké? Et ce truc de « You are flying into another big success in the Hague ». Your decisive action that was truly extraordinary and something no one else dared to do. It makes us all safer. Europe is going to pay in a big way as they should, and it will be your win. Alors effectivement, l'Europe va payer gros avec gros en majuscule. Big way, oui. Mais c'est un peu un truc de méthode assimile. On a l'impression de voir quelqu'un qui a fait un cours de méthode assimile de Donald Trump parce qu'il a appris à lui parler. C'est vrai que c'est un peu le job. En même temps, on peut dire que c'est un peu de là que vient la légitimité de Mark Rutte. C'est pour ça qu'il a été nommé secrétaire général. C'est parce qu'il était réputé pour savoir assez bien négocier et gérer Donald Trump.
Et à un moment, enfin, je veux dire, c'est ridicule, c'est très dommageant, enfin, c'est très dommageable pour tout le monde. C'est dégradant. C'est dégradant. C'est dégradant. Mais à un moment, c'est play stupid games, win stupid prizes. Il y a un truc, si c'est le chemin qu'on choisit, effectivement, évidemment, on sort avec ce genre d'image déplorable. À la rigueur, c'est marrant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une manière de rendre explicite ce dont tout le monde se doute. Mais c'est personne n'en sort très grandi. La capacité du secrétaire général à préserver les petits alliés de la pression des grands, et c'est quand même l'un des rôles du secrétaire général, justement, et c'est pour ça qu'il n'est jamais issu en principe d'une grande nation, enfin d'un grand pays de l'OTAN. Donc il est justement censé être là pour montrer que l'OTAN n'est pas le pacte de Varsovie. L'OTAN est une alliance d'États souverains volontaires. Quand il dit Europe is gonna pay and pay a big way, c'est quand même problématique. Là-dessus, merci beaucoup à tous les trois. Merci. Ellie doit absolument filer pour prendre son train. Merci à toutes et tous pour cette semaine. Merci aussi à l'organisation de l'OTAN. Je ne pense pas qu'ils parlent français, mais bon, on peut les remercier quand même pour ce magnifique studio. Et puis voilà, vous connaissez la chanson, tous les retours sont bienvenus. Et puis on se revoit bientôt. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.